Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission foot sur Radio J. On est très heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux le lundi à 21h. Maître Benjamin Krief, bonsoir. Bonsoir la France du football. Avocat en droit social, Benjamin, un fait, un mot, un geste que tu as retenu de ce week-end de foot. Écoute, j'ai beaucoup aimé le penalty de notre Kylian Mbappé. Voilà, la victoire du Paris Saint-Germain au bout de l'effort. C'était une très belle victoire. Je vais poser la même question à notre deuxième chroniqueur du soir. Il aime le football vintage, je look aussi parfois. On le surnomme le Yvan Le Bourgeois de Classico. Bonsoir Alexis Visan. Bonsoir. Il pensait que tu parlais de quelqu'un d'autre. Le Bourgeois, ancien responsable commercial chez Sport5 et défenseur du foot d'avant. Alexis, qu'est-ce que tu retiens de ton côté de ce week-end ? Écoutez, pour un peu aller à... Comme Benjamin, par rapport au PSG Marseille qui s'annonce, il a parlé de Paris, on va parler de Marseille. C'était très très beau hier soir. Ça promet un classico dimanche prochain sur le terrain, assez passionnant. Et on va en parler évidemment dans cette émission. Et puis notre invité du soir est un mémorialiste, une mémoire vivante, une bible vivante du foot qu'il croise souvent avec la politique ou la musique. Cette fois, il publie chez Larousse un livre sur la remontada dans l'histoire. Bonsoir Chérif Guémour. Bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois dans Classico. Le plaisir est pour moi. Chérif, est-ce que l'OM de Sampaoli, dont on va parler tout de suite, est une équipe qui a dans ses gènes quelque chose qui peut donner une remontada ? Oui, bien sûr. Il y a une mystique de toute façon de Marseille, des grands soirs. Alors remontada, évidemment, dans le sens où je l'ai indiqué dans mon livre, c'est remonter 3 buts. Marseille a ça, il y a une mystique de toute façon avec l'histoire des coupes d'Europe, même quand ils n'ont pas des grandes équipes, on les retrouve des fois en finale, coupe de l'UEFA, Europa League. Donc oui, puis il y a le caractère volcanique de l'entraîneur, le caractère volcanique du tout et le caractère volcanique de la ville. Donc oui, c'est... Alors on va reparler tout à l'heure de ce livre Remontada publié chez Larousse. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et l'appli Radio Player France. Émission également à suivre en vidéo sur la page YouTube de Radio J Classico épisode 41. C'est parti, on file à Marseille. Marina Chiche qui interprète We Are the Champions au violon, l'instrument préféré de Bernard Tapie. Le peuple marseillais rendait hommage hier soir à son boss. L'homme qui a fait de la cité phocéenne la capitale européenne du foot a été honoré par 56 000 supporters hier soir à l'occasion du match OM Lorient. Les joueurs marseillais portent eux à l'échauffement un t-shirt sur lequel était écrit au-dessus d'une image de Bernard Tapie un message « À jamais dans nos cœurs, messieurs ». Comment tout d'abord avez-vous trouvé cet hommage ? Chérif Guémour. On l'attendait. Déjà, c'est bien que ça ait pu se faire, parce qu'on se rappelle qu'avec Pape Diouf, on était dans la crise du Covid et ça avait beaucoup manqué. C'est important, ces moments-là, dans l'histoire des grands clubs. On se souvient que Liverpool avait été champion d'Angleterre. Ils n'avaient pas pu le fêter avec leur public. Pareil pour le Celtic. Les grands clubs qui ont vraiment un grand public, qui ont une histoire, quand ils ne peuvent pas commémorer les événements joyeux et les événements tristes, ça manque toujours au niveau de... Ça marque une culture club ? Absolument, absolument. Et ça, oui, j'ai trouvé ça surtout sobre, comme il le fallait. Pas trop long, pas trop dans le pathos. Il fallait pas non plus, évidemment, un son et lumière, du laser et tout. Il y a déjà eu l'enterrement, les supporters qui l'ont accompagné au cimetière et tout. C'était très bien. Benjamin, Alexis ? Ouais, c'est ça, c'est comme a dit Chérif, c'était la conclusion de l'hommage qui avait été rendu même plus tôt dans la semaine. Donc voilà, c'était comme tu l'as dit, Chérif, c'était ce qu'il fallait faire, je pense, très bien fait. Et moi, ce que j'ajoute à ça, c'est que surtout on a senti une osmose entre le club, dans la manière de gérer ça, et les supporters. Alors que très souvent, d'habitude, on voit que le club, souvent, dans ce type de situation, fait un hommage, on va dire, classique. Là, on a trouvé je trouvais que ça a été bien fait, tous ensemble, aussi bien le public que le club. Et c'est une des nouveautés à Marseille. Est-ce que ça a pu contribuer, selon vous, à transcender cette équipe marseillaise hier soir ? C'est à double tranchant. En général, ces commémorations, c'est quand il y a trop d'émotions, trop d'emprise sur les joueurs. Des fois, ils déjouent. On a vu j'ai un souvenir précis récemment, il y a eu une commémoration qui n'a pas très bien tourné au sens sportif, mais
Là, je pense pas. Je pense pas. Ouais. Après, il faut peut-être pas non plus exagérer le sujet. Je pense qu'il y a certains joueurs hier sur le terrain, même peut-être des non-français qui connaissaient sans doute même pas Bernard Tapie. Donc je suis pas certain qu'ils étaient tétanisés. Mais ça aurait été ballot de perdre le match quand même. Ça aurait été ballot comme tu dis, mais je crois vraiment que la plupart des joueurs sur le terrain peut-être ne connaissaient même jamais Bernard Tapie. Donc je suis pas sûr qu'ils étaient ou transcendés ou tétanisés par cet hommage. Alors sur le terrain, dans un style désormais bien identifié, l'OM l'a emporté 4-1. Qui a été pour vous l'homme du match, Chérif Guémour? Il y en a deux pour moi. Il faut en choisir un. Il faut en choisir un. Allez, je vais aller un peu à rebours. Alors je dirais Guendouzi. Évidemment, on pense tous à Payet, mais je dirais Guendouzi. Benjamin. Je pense exactement comme Chérif. Je trouve vraiment que ce joueur que j'adore, que j'ai toujours adoré, capitaine de l'équipe de France Espoir, amène un vrai dynamisme dans cette équipe. Une fougue aussi. Ouais, un peu une fougue. J'ai l'impression qu'ils se font complètement dans l'équipe, dans la ville, dans l'identité du club, dans le coach. Enfin, il marque en plus maintenant. Il a impliqué hier soir sur 3 des 4 buts. Ouais. Mais au-delà des buts, je trouve qu'il amène une énergie dans son rôle de milieu, un peu plus, évidemment, beaucoup plus défensif que Payet, mais je trouve que les deux, ça marche super bien et il a un vrai volume de jeu, il est super intéressant. Et moi, je pense que c'est un peu à Luis Gustavo, par exemple, dans le style. À Marcel Dib pour la chevelure. Pour la chevelure. À toi non, c'est la même chevelure. Ouais, mais c'est important, puis ça plaît aux Marseillais. Le maillot, Alexis, sur Guendouzi. Il y a pas mal de joueurs. Alors Guendouzi, évidemment, tout a été dit sur lui, et c'est très intéressant de voir contre Paris, justement, parce que je trouve que Marseille, pour l'instant, ce qui manque à leur saison aujourd'hui, c'est d'être là face à des grosses équipes. Pour l'instant, ils ont semblé un peu plus en difficulté, donc le match de la semaine prochaine par rapport à ça va être très intéressant côté Marseillais, de voir justement s'ils arrivent à passer un cap, sachant que sur ce match, vous en avez parlé de Guendouzi, mais il y a Milik qui semble bien revenir. Très très important. J'ai trouvé que Payet, évidemment, il a été très très bon. Payet juste après. Et j'ai trouvé aussi que Paul Lopez, alors même s'il y a double arrêt, il y avait hors-jeu, mais ce double arrêt me semble en début de deuxième mi-temps. Alexis, on va rester sur Guendouzi, on va parler des autres joueurs dans un instant. Vous avez une petite ardoise ça commence. Près de vous, une note pour Matteo Guendouzi, l'ancien Lorientais. Sur combien? Sur 10. Moi je note dur, je note sévère. C'est un peu le Chris Marquez de Classico. Ah ouais, moi je suis plus Denis Saïkonovova. Chérif Guémour, 7 pour Guendouzi. Mais 7 c'est bien chez moi. Et 8 pour Alexis Vidal. Je crois que c'était la note dans l'équipe de ce matin, si je dis pas de bêtises. Pourquoi Chérif a un peu moins 7? Ou Payet à 9, je crois, ou comme Payet. Ah non, parce qu'après moi je mets une... Qu'est-ce qu'il a manqué à Guendouzi pour aller tutoyer le sommet des notes, à savoir le 10? Alors déjà 7 pour moi c'est une très bonne note. Après quand on commence à 8, on est dans les matchs exceptionnels. 9 historique et 10 la perfection. Donc voilà, c'est un peu ma graduation. Donc mais 7 c'est très bien, c'est la meilleure note avant la super note quoi. Mais mais si on peut élargir au-delà de Guendouzi qui lui amène clairement quelque chose. Alors sur Payet par exemple. Sur Payet, c'est un peu. J'ai l'impression qu'on a un peu toujours les mêmes discussions sur Payet. Quand il est comme ça, il est extraordinaire. Malheureusement pour lui, ça dure pas toujours. Mais même dans un match, il a disparu. Et dans un match, ça disparaît aussi. Mais sur une saison, c'est quoi? C'est 6 mois maximum qui peut exister dans une saison. Jamais une saison complète. Donc Est-ce que vous avez l'impression qu'il est relancé complètement, par Sampaoli? Non, il ne se passe pas quelque chose entre les deux. Mais comme il a été relancé par Villas-Boas, comme il a été relancé par plein de coachs, mais ça ne prend pas dans la durée. C'est ça le problème. Alors on espère que pour lui, ce sera différent. C'est tout l'enjeu de Marseille cette saison, en fait, de savoir si justement combien de temps ça va durer, parce que en fait c'est effectivement on a l'impression de revoir un peu la période Bielsa, donc tout le monde est excité, c'est vrai que ça joue bien, qu'il y a une ambiance de folie et que c'est super, et côté Marseillais je pense qu'on a toujours peur de se dire on espère que donc cette reprise là après 15 jours de trêve était importante. Pour tempérer un peu ce que dit Alexis, quand tu dis tout va bien, c'est super, faut tempérer. L'OM est troisième, avec un match en moins. D'accord, mais l'OM restait sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre Lens et contre Lille, avec un nul après, il y a quelque chose contre Galatasaray. Et en Coupe d'Europe, ça décolle pas. C'est pas mauvais, ça décolle pas. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant et que quand on écoute un peu les supporters marseillais qui ressort, c'est qu'ils sont contents de voir jouer leur équipe. C'est vrai, t'as raison. Et ça, c'est des choses qu'on n'entendait pas avant. T'as raison. Et que même à l'époque Bielsa on l'entendait aussi, c'est vrai, mais voilà, il y a ce côté un peu on est fier d'eux. C'est vachement vrai, qui n'apparaissait pas avant et qui est aussi partie du foot quoi. Donc c'est sympa. C'est vachement important parce qu'en fait on pourrait croire que le public marseillais ce qu'il veut c'est les victoires, les résultats, et c'est vrai, enfin tous les publics, mais ils sont quand même attachés un peu à la manière, et puis une fois que tu as tout donné, ils te pardonnent. C'est compliqué le rapport des Marseillais, on croit toujours que c'est les titres et le résultat.
sont pas dupes, ils savent très bien qu'il y a une méga équipe qui s'appelle Paris, donc pour être champion, il va falloir s'accrocher, à moins d'avoir un gros investisseur. Mais comme tu l'as dit, Alexis, c'est carrément ça. Vous disiez de tout donner. Est-ce que la gestion justement athlétique, physique de cette équipe va être prépondérante pour essayer de tenir sur la durée ? Mais de toute façon, il le faut. Il n'y a qu'en France qu'on ne sait pas enchaîner les matchs tous les 3 jours. Et j'ai lu une interview passionnante de Galtier. C'était dans l'équipe de la semaine dernière. La première recommandation qu'il fait à ses joueurs, c'est n'écoutez pas votre corps. Sous-entendu, la fatigue arrive, mais non, vous avez sûrement en vous de la réserve, donnez tout. De toute façon, on est 18 professionnels, bon, plus 25. Mais c'est cette expression... Voilà, c'est. Ouais, il y a la culture en France un peu de toujours anticiper, de suranticiper, qui fait qu'on vit pas l'instant présent et que finalement on dit attention, on ajoute 3 matchs. La saison est longue, il faut savoir. Mais l'effectif de l'OM s'est étoffé cette saison. Ouais. Donc c'est hyper important, et en qualité et en quantité. Non mais on regarde les grosses équipes. Liverpool, ça bouge pratiquement jamais. Bon, après il y a eu la période Covid, ça c'est complètement à part et tout. Ça a joué sur le moral, un stade sans public. Mais ils jouent tous les 3 jours. C'est quasiment toujours la même équipe. Les mecs sont toujours au taquet, ils ont gagné des titres. Alors je vous propose d'écouter maintenant Dimitri Payet, le Réunionnais, s'expliquer après le match sur son caviar livré à Milik plutôt qu'à Gaël sur le 3e but. On l'écoute. C'est ce que j'ai dit à Pape. J'ai calculé que voilà, il y avait 89% de chances que Arek marque et lui 11%. Donc mon choix s'est porté logiquement sur Arek et ça a été le bon choix. C'est génial, non ? Au-delà de la blague, Milic, il apporte vraiment cette position de numéro 9 qui finit les actions. C'est magnifique d'avoir un... C'est son premier but de la saison. Mais dans le jeu, on voit que c'est un vrai numéro 9. Donc là-dessus, sur cette action, Payet, il a 2000% raison de lancer Milic. Et Milic qui finit sans aucun problème devant le gardien. C'est super important d'avoir un 9 comme ça qui finit les actions. C'est ce qui manquait. Ce qui a manqué, bien sûr. Ils étaient en faux 9. Après, il fait des décrochages intéressants. Là, il y a de quoi faire. Une bonne équipe sympa cette année, Marseille. Il leur manquait de 9, ils l'ont. Et voilà, puis après pour le reste. Alors sur Payet, il y a une stat qui est sortie ces dernières heures. Dimitri Payet est le joueur qui a créé le plus d'occasions dans les 5 championnats européens depuis la saison 2017-2018, 380 occasions. Il est devant Kevin De Bruyne ou Lionel Messi. C'est étonnant, non ? C'est pas. Tu les aimes bien ce genre de stats. Tu aimes bien ça. Je préfère avoir Messi dans mon équipe quand même. Ouais, c'est pas les mêmes championnats, c'est pas la même opposition. C'est De Bruyne, je pense que c'est quand même beaucoup plus relevé. Oui, il est plus fort, mais après, il crée des occasions dans un championnat qui est plus fort. Concrètement, Payet en 2016, c'était l'atout numéro 1 de l'équipe de France à l'Euro, donc c'est pas n'importe qui. Il a été international. Il se blesse malencontreusement en 2018 avant la Coupe du Monde, sinon il était quasiment sûr dans les 22. Donc on parle d'un joueur qui nous laisse un peu sur notre faim, mais le talent, il est là. Après, juste pour revenir sur ce but, pour moi, il y a quand même une énorme erreur de coaching de Lorient, parce que en fait, malgré tout, ça part d'une contre-attaque sur une action lorientaise côté gauche. Des 16 mètres marseillais. Là, c'est pas possible, et on voit bien que physiquement, donc, en fait, il aurait dû avoir un coaching. Parce que le but est très beau, et c'est très beau, mais face à d'autres équipes, ça passe pas comme ça au milieu de terrain. Tout droit, faut pas. Absolument. Alors l'OM est désormais 3e avec un match en moins joué contre Nice à 3 suite aux incidents du mois d'août à l'Allianz Arena. La rencontre se tiendra le 27 octobre prochain. Est-ce que les Marseillais sont finalement à leur place sur le podium ? Benjamin, Chérif, Alexis ? C'est le début de championnat. Il y a eu beaucoup de mouvements dans pas mal de clubs. Mais il y a une équipe qui m'impressionne, qui est en train. Alors déjà, on va parler il y a Lens. Des fois, ils sont quasiment injouables. Ils sont allés gagner à Marseille. Il y a une équipe qu'on voit. Il y a Nice, évidemment. Ils seront là, de toute façon. Puis il y a une équipe qu'on avait un peu oubliée, c'est Rennes. Et Rennes, là, il ne s'arrête plus. Et quand on regarde la composition d'équipe, le système, chacun est à sa place. Ça commence à carburer. Rennes, c'est meilleur sur le papier que Marseille ? Aujourd'hui, ils sont plus en avance sur le projet collectif. C'est toujours ça, en fait, qu'il faut regarder. On en est où au niveau du projet collectif ? Moi, il me semble que Marseille, ils ne font que commencer, parce que là, maintenant, ils ont Milik. Et après, il y a peut-être d'autres... Il n'y a pas des réglages à faire sur le plan défensif ? On a l'impression que c'est là le maillon faible de l'équipe. En plus, il y a des réglages. Gerson, déjà, il commence un peu à disparaître. Et puis derrière, Khaled Tachar... Saliba apporte quelque chose quand même. Saliba apporte quelque chose. Vraiment de la stabilité derrière.
je veux dire, Marseille prend trop de buts pour une vraie équipe candidate au podium et ils concèdent beaucoup trop d'occasions dangereuses. Le pénalty qu'ils prennent, mais c'est n'importe quoi. Il y a une perte de balle, il y a une faute inutile et puis après il y a un ou deux duels ratés. Je pense que Rennes est un peu plus en avance sur le projet collectif, mais c'est juste un peu d'avance. Après, bon, sur la distance. Alexis, sur la place, sur le podium de l'OM. Ouais, mais en fait, pour donner un retour, c'est vraiment ce type de match face à Rennes, par exemple, qui manque pour avoir un avis précis, parce que absolument. On les a vus contre des petits clubs. Bah, ils sont très au-dessus, ils jouent leur jeu. Face à Nice, ça a calé un petit peu avant ce qu'on sait. Ils ont gagné face à Monaco, qui était pas mal, mais Monaco, c'était pas encore le bon Monaco. Ouais. Donc, on sait pas trop. Est-ce que le test peut avoir lieu ce dimanche contre Paris, où la différence entre les deux équipes est trop béante, trop importante sur un match comme ça au Vélodrome, ça va être un événement, ça va être le Classico, le stade va être en feu. Si Marseille arrive à sortir quelque chose qui m'étonnerait, je pense que tu peux pas pour autant dire que Marseille est quasiment au niveau du PSG, c'est pas possible. L'événement va faire que l'OM va peut-être pouvoir combattre, mais objectivement, il y a un monde encore entre les deux. Encore une fois, il faut rester calme avec l'OM. Hier, ils battent Lorient. Il restait encore une fois sur 3 mauvais résultats, dont des défaites, on l'a dit, contre Lens. Lens qui surperforme depuis peut-être 2 ans et qui développe un super jeu. Mais on peut quand même objectivement penser que normalement l'OM est devant Lens. Après, ce qui va être intéressant sur le match de Paris, ça va pas forcément être le score, ça va être la manière de jouer le match et s'ils arrivent à tenir leur pressing et leur cadence pendant tout le match. Sachant qu'ils ont 2 jours de moins de préparation puisqu'ils jouent jeudi à Rome contre la Lazio. Ouais, est-ce qu'ils vont jouer ce match d'ailleurs? 2 gros tests cette semaine, 2 gros tests. C'est très important la Lazio. Et je vois pas Marseille faire un pass à la Lazio, c'est impossible. D'abord c'est la Coupe d'Europe. Donc déjà, premier gros test, c'est bien, voilà, il y a 2 gros tests, un test international et un test national, avec avantage Paris à suivre, évidemment. Donc ils vont le jouer ce match. Il faut espérer qu'ils le jouent vraiment le match de la Lazio, parce que effectivement depuis le début, les matchs les 2 matchs de l'UEFA... Il les joue, il marque pas, mais il les joue. Ouais, mais 3e avec 2 points, après 2 nuls. Après un nul contre Galatasaray et contre Lokomotiv. On aurait pu penser encore une fois qu'il pourrait faire mieux que ça. Donc moi je suis toujours gêné quand je vois nos clubs français qui se battent une saison pour arriver en UEFA ou maintenant en Conference League et qui au final font l'impasse. J'espère qu'ils vont pas faire l'impasse. Ah non, c'est Marseille. Marseille ne fait pas impasse. Genre même quand ils ont fini à 0 points avec Villas-Boas ou 3 points, je me rappelle plus. 3 non. Mauvais exemple. Petit pronostic ils étaient vraiment très mauvais. Sur le match de Paris, sur vos ardoises, un petit pronostic sur le match, le prochain Classico. Un score. Faut que j'efface le 8 quand même, parce que bon, ça fait un peu beaucoup. Je laisse le 7. 7-1. Non, je plaisante. Je fais avec les moyens du bord. Hein. C'est à Marseille. J'ai amené. Alors, j'ai pas de servir. Si, t'en avais une. 1-3 pour le PSG. 1-3, donc victoire des Parisiens. Et je vais te dire comment ça. Bah, tu vois, avec Alexis, on est connecté. Je vais même te dire comment ça va se passer. Marseille va ouvrir le score. Ça va être une emballade extraordinaire. Tout le monde va croire que l'OM. Et en fait, non. Tu vas voir. Ça va très vite redescendre. Ils vont en prendre dans les 5 minutes. Et voilà. En fait, moi, je vois 2 scénarios. Celui décrit par Benjamin. Merci, Alexis. Pareil. Vous êtes d'accord. Voilà. Celui décrit par Benjamin. Les spécialistes du foot, ça ne trompe pas, tu sais. Ou celui qui est déjà arrivé au Vélodrome, c'est-à-dire un but précoce de Paris. Qui est un peu. Il faut bien montrer les caméras, vos ardoises de la caméra. Donc 1-3. 1-3 pour tout le monde. Voilà. Donc soit Marseille ouvre le score comme disait Benjamin, soit Paris tue le match d'entrée, mais Marseille malgré tout. On va parler de remontada après, mais à une grinta, donc va sûrement réussir à. Un mot sur Paul Lopez, tu l'as évoqué tout à l'heure, Alexis, confirmé hier soir dans les cages marseillaises. Le gardien espagnol a été plusieurs fois décisif hier soir, livrant peut-être son meilleur match de la saison. Est-ce que c'est désormais clairement le numéro 1 à l'OM ? Bah, ça fait combien de matchs là que Steve Mandanda n'est pas sur le terrain? C'est au moins 4 ou 5, ouais. Donc bah, là, clairement, oui, c'est imposé comme le nouveau numéro 1. C'est dur comme choix d'un point de vue personnel pour Steve Mandanda qu'on aime tous, mais et qui n'a pas sous-performé d'ailleurs. Il a été remplacé sans sous-performer. C'est ça qui est assez dur, je trouve. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors vas-y. Pour moi, ça fait plusieurs saisons. Toi, tu nous expliques que Navas sous-performait. Alors vas-y, explique-nous. C'est pas ça. Je dis que Donnarumma était au-dessus, mais un peu pareil avec Mandanda. Moi, je fais partie des connaisseurs, enfin ceux qui regardent en tout cas le foot, qui trouvaient que Mandanda était moins performant sur la durée de cette saison et qu'à un instant T,
il fallait le changer. Alors, est-ce que Paul Lopez était le meilleur choix pour le changer? Est-ce que la manière dont ça a été fait, ça a été bien fait? On peut parler de ça. Mais ça fait quand même quelques saisons que Mandanda, il est moins irrégulier. Il est plus irrégulier, pardon. Donc, parfois, il est très très bon, il n'y a rien à dire. Pas quelques saisons. Dès qu'il est moins bon, ça se voit aussi très fort. Et malheureusement, il a l'âge qu'il a. Pardon, allez, c'est une stat, Chérif Guémour, à laquelle je souhaiterais vous faire réagir sur les expected goals. Marseille est à 1,77 hier, Lorient à 2,23. Ça veut dire que Paul Lopez a été beaucoup plus décisif que Nardi, le gardien lorientais, ou que les attaquants lorientais ont été plus maladroits que leurs compères marseillais. Je crois que c'est ça le problème de Mandanda, c'est qu'il est moins décisif. Il n'est pas mauvais, il n'est pas devenu... il est moins décisif. Et surtout, je crois que Sampaoli a fait un choix, tout simplement. Oui, mais il il fallait l'importance de la relance au pied Voilà, de Paul Lopez qui serait meilleure que celle de Ça, on l'a Mandanda. pas vu pour l'instant encore. C'est des excuses. Pour moi, malgré tout, il fallait le changer. Je crois que Sampaoli a fait un choix. Et puis, on n'est pas non plus... faut pas entrer dans le mimétisme avec Paris. On n'est pas du tout dans la même situation. Il y a un choix de Sampaoli. Il y a clairement un numéro 1, un numéro 2. À Paris, c'est pas encore fait. On est parti peut-être sur du Donnarumma numéro 1, mais c'est moins tranché. Non, je pense qu'à Marseille, il y a un vrai choix. Et il faut remonter au 27 novembre 2011 pour trouver trace du dernier succès de Marseille contre Paris au Vélodrome. 3-0. Les buteurs de l'époque s'appelaient Rémi Amalfitano et André Ayou.